Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui est en train de bousculer le monde de la recherche scientifique, l'intelligence artificielle. Et attention, l'idée ce n'est pas du tout de remplacer les chercheurs, mais plutôt de leur donner une sorte d'assistant surpuissant. Allez, on va voir ensemble comment on peut vraiment maîtriser cet outil pour améliorer notre travail au quotidien. On connaît tous ce sentiment, non? Cette impression d'être noyé sous une avalanche de publications, de données toujours plus complexes, et en face, des journées qui ne font que 24 heures. C'est vraiment le point de départ de notre discussion. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à gérer ce flux incessant d'informations? Voilà, c'est ça le fameux dilemme du chercheur. D'un côté, il faut être le plus exhaustif possible, ne rien laisser passer. Et de l'autre, eh bien le temps est compté. C'est précisément dans cet entre-deux que l'IA peut intervenir. Pas comme une baguette magique, mais vraiment comme un levier pour être plus efficace. Avant de se lancer, c'est comme avec n'importe quel nouvel instrument de labo. Il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. C'est absolument essentiel de savoir ce que l'IA peut faire, mais aussi et surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que, rappelons-le, c'est un outil, pas un oracle. Et là, il y a une différence fondamentale à saisir. Quand on utilise un moteur de recherche classique, même spécialisé comme Google Scholar, qu'est-ce qu'on obtient? Une liste de liens, de la matière brute. Tout le travail de lecture, d'analyse, de synthèse reste à faire. Un modèle de langage, un LLM, va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de trouver, il comprend l'info, il la digère et nous la cherche sur un plateau, déjà structuré. En fait, il y a 3 capacités qui changent complètement la donne. D'abord, la compréhension du langage naturel. On peut lui poser des questions complexes, presque comme on discuterait avec un collègue. Ensuite, la synthèse. L'IA peut brasser des dizaines de sources pour nous donner une vue d'ensemble. Et enfin, la mémoire conversationnelle. Ça, c'est génial, on peut dialoguer avec elle, affiner nos questions petit à petit pour creuser un sujet. Bon, attention, voici le gros point de vigilance. Les LLM ne sont pas des bases de données infaillibles. Leur boulot, c'est de prédire le mot suivant le plus probable. Du coup, parfois, ils peuvent littéralement inventer des faits, des chiffres, ou même des articles scientifiques qui n'existent pas. On appelle ça des hallucinations. Et en recherche, c'est un piège qui peut être catastrophique pour notre crédibilité. Alors, comment on fait pour réhésiter ces pièges et obtenir le meilleur de l'IA? Eh bien, ça nous amène à la compétence la plus importante, l'art de bien demander. Si l'IA est l'instrument, le prompt, c'est-à-dire notre requête, c'est la façon de jouer de cet instrument. La qualité de la réponse dépend à 100% de la qualité de la question. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Voir le prompt comme un protocole expérimental, c'est exactement ça. Un protocole de labo mal fichu donne des résultats inexploitables, c'est pareil pour un prompt. Un prompt vague, et hop, on obtient une réponse générique qui ne sert à rien. Il faut la même rigueur, la même précision. Alors, comment on construit un bon prompt? Voici une méthode en 7 points, une sorte de checklist. D'abord, le rôle. On lui dit « agis comme un expert en… » puis la tâche, avec un verbe d'action, analyse, compare, synthétise. L'objectif, pourquoi on demande ça? Le contexte, dans quel domaine on se situe. Les étapes, on peut décomposer notre demande. Les contraintes, par exemple, utilise uniquement des sources après 2020. Et enfin, le format, présente-moi ça sous forme de tableau. Voilà l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Parle-moi des nanomatériaux. C'est beaucoup trop large, trop flou. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Un résumé de page Wikipédia, un truc très superficiel et sans grand intérêt pour une recherche poussée. Et maintenant, regardez la différence. On précise le rôle, expert en sciences des matériaux, la tâche analyse comparative, l'objectif super concret, base pour une demande de financement. Là, on ne demande plus à l'IA de bavarder, on lui demande de réaliser un travail intellectuel très spécifique dans un cadre bien défini. Et croyez-moi, passer d'un prompt naïf à un prompt expert, ça change tout. La différence de résultat est juste spectaculaire. On passe d'une information générale à un véritable document de travail qu'on peut directement utiliser. Ok, maintenant qu'on a vu comment bien formuler nos demandes, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on intègre concrètement l'IA dans nos tâches de tous les jours? La revue de littérature, c'est probablement là où le gain de temps est le plus évident. On peut utiliser l'IA pour affiner notre question de recherche, pour identifier les articles vraiment importants, pour générer des résumés en quelques secondes. Et surtout, pour quelque chose de crucial, identifier les trous dans la raquette, c'est-à-dire les sujets encore peu explorés. C'est là que se cachent les projets les plus intéressants. Évidemment, un outil aussi puissant vient avec de grandes responsabilités. Et en science, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. La rigueur, l'éthique, la vérification. Ce sont des points non négociables. Face au risque d'hallucination dont on a parlé, il faut mettre en place un protocole de vérification systématique. C'est simple. Règle numéro 1, on recoupe toujours l'info avec une source primaire, l'article original. Règle numéro 2, on vérifie chaque chiffre, chaque donnée. Et règle numéro 3, la plus importante, on garde son esprit critique. C'est notre expertise qui doit juger si ce que l'IA nous raconte est plausible. Et puis il y a les grands principes éthiques. La transparence, d'abord, il faut toujours dire quand on a utilisé l'IA. L'intégrité ensuite, l'IA est un assistant, pas un co-auteur. C'est nous, et nous seuls, qui sommes responsables du contenu final.
Il faut aussi être clair sur les questions de propriété intellectuelle. Et enfin, se souvenir que l'IA a été entraînée sur des tonnes de textes existants et qu'elle peut donc hériter de certains biais. Donc, si on devait tout résumer, tout repose sur ces 3 piliers. 1. Un prompt bien construit pour avoir des résultats de qualité. 2. Une vérification systématique pour garantir la rigueur. Et 3. Un cadre éthique et transparent pour préserver l'intégrité de notre travail. C'est vraiment cet équilibre qui fait de l'IA un allié précieux. Pour conclure, il faut garder cette image en tête. L'IA n'est pas un oracle qui détient la vérité. C'est plutôt comme un microscope surpuissant. Elle nous permet de voir plus loin, plus en détail, d'analyser plus de données. Mais à la fin, c'est le chercheur qui est derrière l'oculaire. C'est l'intelligence humaine qui interprète, qui pose les bonnes questions et qui donne du sens à tout ça. Et ça ne changera pas.